que vous voyez ici, ce sont les corps calcinés de dizaines de Sædmen, les maîtres des arts occultes vikings. Ils ont été invités à partager la table du roi et ont fini, piégés comme des rats, brûlés vifs. Ce jour-là, Olaf Tryggvason, roi chrétien de Norvège, n'a pas seulement réduit des hommes en cendres. Il a enterré un monde, celui des anciens dieux nordiques. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à s'attaquer de manière aussi violente aux traditions et aux croyances de son propre peuple ? Pour le comprendre, il faut plonger dans son histoire. Son épopée, ou plutôt sa saga, ce mélange scandinave entre histoire et légende, ne commence pas avec ce brasier, mais bien avant même sa naissance. Tout commence avec sa mère, Astrid. Elle est seule, cachée dans la forêt, et attend avec angoisse la naissance d'Olaf. La situation est, disons-le, franchement merdique. Son mari vient d'être assassiné et les tueurs sont déjà sur ses traces. Si Astrid est traquée, c'est à cause de l'enfant qu'elle porte. Olaf ne vient pas de n'importe quelle lignée, il descend d'Harald à la belle chevelure, le premier roi à avoir unifié toute la Norvège. Et d'ailleurs, vous le connaissez certainement parce que c'est l'un des personnages cultes de la série Viking. En réalité, ce n'est pas ta faute si tu n'as pas pu m'attendre. Tu as probablement cru que la tâche que tu m'avais assignée était impossible. Que je n'arriverais jamais à unifier le royaume. Pour en revenir à Olaf, ses premières années se résument en un seul mot, la fuite. Et peu importe où Astrid et son fils se cachent, les meurtriers de son mari finissent toujours par retrouver leurs traces. Astrid finit par prendre une décision déchirante, se séparer de son fils pour l'envoyer à l'est chez son oncle Sigurd Eriksson. Pour ce voyage, Olaf est confié à celui que les sagas décrivent comme son père adoptif, Thorolf. Le jeune garçon ne reverra jamais sa mère. Les côtes norvégiennes disparaissent lentement derrière le navire et devant la mer Baltique, qui, au Xe siècle, est un véritable coupe-gorge flottant. Sans surprise, le navire de Thorolf et Olaf ne tarde pas à attirer l'attention d'une bande de pirates estoniens. L'abordage est sanglant. Olaf n'a pas encore 5 ans et il assiste à son premier massacre. Il voit Thorolf, son père adoptif, exécuté sous ses yeux. Clercon, le chef des pirates, ne laisse aucun survivant, sauf Olaf, qui n'oubliera jamais ni cette scène, ni le visage de l'assassin. Si Clercon épargne l'enfant, c'est pour une bonne raison, le vendre. Olaf est troqué contre un mouton et une pinte de bière. Olaf, il apprend très jeune sa première leçon, la vie est violente et la violence est une manière de parvenir à ses fins. Alors je sais que ça peut paraître un peu excessif dit comme ça, mais il faut se mettre à sa place 2 secondes. On a tué son père, on le traque, et là, on vient de tuer son père adoptif. Et toutes ces morts, elles ont un objectif, le pouvoir ou l'argent. Olaf, depuis qu'il est né, il ne fait que subir la violence des autres. Ça fait maintenant 6 ans qu'Olaf vit en Estonie en tant qu'esclave. Et c'est à cette période que le destin se décide, enfin, à lui donner un petit coup de pouce. Son oncle, Sigurd Eriksson, est justement de passage dans la région. Pour rappel, c'est le frère d'Astrid, l'homme qu'Olaf devait rejoindre à l'est, et c'est également un homme important. Sigurd est l'un des représentants du prince Vladimir de Novgorod, et c'est donc durant l'un de ses voyages en Estonie qu'il remarque un garçon qui a dans le regard quelque chose de familier. Sigurd l'interroge, et peu à peu, l'évidence s'impose. Ce garçon, c'est Olaf, son propre neveu, l'héritier du royaume de Norvège. Sigurd va alors acheter l'enfant à son propriétaire et l'amener loin, très loin de cette vie sordide, toujours plus à l'est, direction Novgorod. Novgorod, c'est une ville qui ne dort jamais, où se croisent des marchands arabes, des trappeurs slaves et des guerriers vikings. Pour Olaf, qui vient de passer 6 ans dans la campagne estonienne, c'est Las Vegas. Et c'est en déambulant aux côtés de son oncle dans les rues animées de Novgorod qu'Olaf fait une rencontre à laquelle il ne s'attendait vraiment pas. Clercon. Olaf n'a rien oublié. Ça, c'est viking. Alors c'est sûr, c'est très viking dans l'esprit,
Mais croyez-moi, même au Xe siècle, on n'avait pas le droit de fendre des crânes en deux, même avec une excellente raison. Dans ces contrées, il existe une loi, le Vergeld. En gros, si tu tues quelqu'un, soit tu payes, mais avec ton sang. Sigurd, qui a déjà claqué une bonne partie de son budget pour racheter la liberté d'Olaf, est un peu sec là. Et il comprend que son neveu vient peut-être de signer leur arrêt de mort. Heureusement pour Olaf, son oncle a quelques contacts. Je vous rappelle qu'il bosse pour Vladimir de Novgorod, qui comme son nom l'indique, est le souverain de la ville. Olaf vient d'apprendre sa deuxième leçon. Dans ce monde, avoir de bons alliés est tout aussi important que d'avoir une hache bien aiguisée. Le jeune garçon va vivre ses prochaines années à la cour de Novgorod. En grandissant, l'enfant apeuré qui n'avait connu que l'esclavage devient un homme charismatique qui gagne tous les jours en popularité. Déjà, il est beau gosse, ça aide, surtout à une époque où l'on considère la beauté comme le reflet de la faveur divine, mais surtout, à la tête des troupes de Vladimir, il enchaîne les victoires militaires, sécurise les frontières et rapporte des butins toujours plus impressionnants. À Novgorod, on ne jure plus que par lui, ce qui n'est jamais très bon quand vous vivez à la cour d'un homme comme Vladimir. Honnêtement, ça aurait pu se terminer avec une hache plantée dans le dos pour Olaf, mais Vladimir se contente de lui ouvrir gentiment la porte et de le pousser poliment vers la sortie. Olaf n'est dorénavant plus le bienvenu à Novgorod. Il est temps pour Olaf d'embrasser son propre destin. La vraie vie de viking peut commencer. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler c'est quoi un viking. Au-delà du fantasme, ce sont des marchands et des marins d'exception. Certes, mais le cœur du métier, on va pas se mentir, ça reste le pillage et la destruction. Pour Olaf le Viking, les années qui suivent sont une longue série d'attaques épiques aux quatre coins de l'Europe. Des aventures qui finissent par le faire accoster sur les côtes d'Irlande. À peine arrivé, Olaf apprend qu'une reine locale du nom de Gyda vient malheureusement de perdre son mari. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, cela signifie qu'il y a également une place de choix à prendre aux côtés de la reine. Gyda a même organisé un ting, c'est-à-dire un genre de grande assemblée, où tous les bons partis du royaume peuvent tenter d'obtenir ses faveurs. Un genre de bachelor, mais version viking. Au milieu de ce parterre de mâles qui lui fait les yeux doux, Gyda, elle, n'a Dieu que pour Olaf. Mais attention, ici, il n'y a pas de place pour la romance et les histoires de princes charmants. Pour Olaf, cette union, elle est avant tout stratégique. En épousant une reine, il gagne des hommes prêts à le suivre, des terres sur lesquelles s'appuyer et un réseau d'alliances qui pourrait bien lui servir, notamment quand ses ambitions se tourneront vers la Norvège. Pour autant, malgré son nouveau titre, Olaf reste un explorateur dans l'âme. Un viking. Lui, ce qu'il aime, c'est sentir le vent s'aller sur son visage et entendre le fracas des vagues contre la coque de son drakkar. Ça, et les pillages, bien sûr. Et c'est cette soif d'aventure qui va le pousser vers un archipel enveloppé de brume et de légendes, les îles Scilly. C'est là qu'Olaf rencontre un personnage étrange, un homme que les sagas décrivent comme capable de lire l'avenir, un devin. On ne sait pas exactement qui il était, ni s'il a même vraiment existé, mais selon la légende, il a fait à Olaf cette prophétie. Tu deviendras un roi remarquable, et tu conduiras beaucoup d'hommes à la foi et au baptême. Et pour que tu ne doutes pas de mon oracle, reçois-en la preuve. Un combat viendra, où tu perdras certains de tes hommes. Et toi-même, tu recevras une blessure si grave qu'elle te paraîtra mortelle. On te transportera alors sur un bouclier à bord de ton navire, mais tu guériras. Et peu après, tu te feras baptiser. Croyez-le ou non, tout se déroula exactement comme le devin l'avait prédit. La bataille, la blessure, le sauvetage, il ne manque plus que le baptême. Mais Olaf, c'est un pragmatique. C'est pas un homme qui va se mettre à prier du jour au lendemain. Non. Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de s'intéresser au christianisme.
Pour lui, le christianisme, c'est le nouveau monde. Un monde où le pouvoir est centralisé, où les alliances sont fortes et où les rois gouvernent avec autorité. Pour lui, le christianisme n'est pas une foi, c'est un outil de pouvoir. C'est donc avec ce nouvel état d'esprit et le souvenir des paroles du devin qu'Olaf finit par reprendre la direction de l'Irlande. Et c'est là que la Norvège va finalement le rattraper en la personne de Thorer Klaka. Ce que notre héros ignore, c'est que Thorer est un espion envoyé par le Jarl Haakon, le maître de la Norvège, qui commence sérieusement à flipper en entendant parler des exploits d'Olaf. Mais l'espionnage va tourner court, ou plutôt se retourner. Thorer, impressionné par le charisme d'Olaf, finit par jouer les contre-espions. Et il va donner à Olaf une information qui ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd et qui pourrait se résumer ainsi. Écoute Olaf, en Norvège, le peuple déteste le Jarl. La place est à prendre et c'est toi que le peuple attend. Entre la prophétie du devin et maintenant ça, Olaf, il n'a plus aucun doute sur son destin, tout comme Simba, il doit retrouver son peuple et le libérer. Mais pour conquérir un pays, il faut deux choses, du cash et des hommes. Mais surtout beaucoup de cash. Alors plutôt que de foncer tête baissée vers la Norvège, Olaf décide de faire un petit détour par l'Angleterre. En 994, il lance son raid le plus ambitieux en attaquant Londres. C'est un siège dantesque, mais les murailles anglaises ne cèdent pas. Pourtant, Olaf sort bel et bien vainqueur de cette bataille. Alors, pourquoi ? Car même si le roi anglais a évité le pire, il préfère s'assurer un peu de tranquillité dans l'avenir en payant les Vikings pour qu'ils quittent ces terres. Résultat, le raid est une réussite et Olaf repart avec 16 000 livres d'argent. 16 000 livres d'argent, ça ne fait pas juste beaucoup d'argent. Ça fait 3 tonnes et demie d'argent pur. Enfin, environ. Et avec l'inflation, c'est largement suffisant pour équiper une armée, construire des navires, payer ses guerriers et surtout pour reconquérir le trône de Norvège. Mais il repart avec bien plus que ça, car c'est durant ce raid qu'il va également être baptisé par l'évêque Alphège et devenir officiellement chrétien. La prophétie du devin est maintenant complète et Olaf a tout. La légitimité du sang, l'argent des Anglais et le soutien du dieu des chrétiens. Olaf revient sur sa terre natale en conquérant surpuissant, bien décidé à s'emparer du trône de Norvège. Mais alors qu'il pensait devoir livrer bataille, surprise, le palais du Jarl Haakon est vide. Pas un garde à l'horizon, personne sur qui abattre sa hache. Le Jarl Haakon a filé à l'anglaise, enfin à la norvégienne. Terrorisé par le retour d'Olaf, il a tout simplement laissé le trône vacant. En emportant comme seul et unique bagage son esclave Kark. Retenez bien son nom car vous allez encore entendre parler de lui. Et c'est ainsi qu'Olaf Tryggvason devient Olaf Ier, 5e roi de Norvège. Mais il ne va pas en rester là. La rancune qu'il a à l'égard de son prédécesseur n'est pas personnelle, elle est patriotique. Le Jarl Haakon a dirigé la Norvège, mais à la manière d'un petit collabo pour le compte des Danois. Et pour Olaf, cette trahison, elle doit être punie. Mais alors, une question se pose. Où se cache Haakon ? En fait, Haakon n'est pas si loin. Il est toujours sur ses anciennes terres, mais recroquevillé dans une minuscule cachette, toujours en compagnie de son esclave. Les jours passent et Haakon reste introuvable. Et ça commence à agacer Olaf qui va changer de stratégie et proposer une énorme récompense à qui lui apportera la tête du traître. Et cette nuit-là, dans sa planque, Haakon s'endort pour la dernière fois. Kark tranche la tête de son maître dans son sommeil et à l'aube, il se présente devant Olaf avec Haakon entre ses mains. Enfin, pas tout Haakon, juste sa tête. Olaf le récompense en tranchant à son tour la tête de Kark. Sur ce coup-là, Kark, il n'a pas été très malin. Parce que, si je résume bien, il a trahi son roi en espérant que le nouveau roi lui fasse confiance. Olaf n'aime pas les traîtres, même quand ils travaillent pour lui. Maintenant que le ménage est fait, le nouveau roi va pouvoir débuter la réunification de la Norvège. Son premier acte, fonder sa capitale, Nidaros, un bastion stratégique d'où il lance ses campagnes militaires pour expulser les Danois hors de Norvège.
Une fois le pays réunifié, il peut enfin s'attaquer à sa grande mission, la christianisation. Et là, on n'est pas du tout sur du soft power. Si vous refusiez de vous convertir, Olaf, il avait des méthodes créatives. Par exemple, il pouvait vous faire enchaîner sur une île, à marée basse, et attendre que l'océan fasse le reste. Et là, ce sont les têtes des païens soumis à ce délicieux supplice. Forcément, avec une telle créativité, ses relations avec ses compatriotes restés fidèles à Odin et Thor commencent légèrement à se tendre. Pour calmer les esprits, Olaf, il va mettre un peu d'eau dans son vin, ou plutôt dans son hydromel. Il va même organiser un ting, donc une grande assemblée, et inviter tous les sorciers païens du royaume à partager sa table. Une fois que tous les païens sont à l'intérieur, Olaf fait verrouiller les portes avant de mettre le feu au bâtiment. En faisant cela, Olaf il vient de briser un pacte sacré chez les Vikings, le Gestarretur, qui en gros oblige un hôte à protéger ses invités. Et en transgressant cette règle, il a rompu un lien de confiance fondamental avec une grande partie de son peuple. Mais pour Olaf, c'est simple. La Norvège doit être christianisée, quitte à ce qu'elle soit recouverte de cendres. Mais attention, à force de gouverner par la hache et le feu, on finit par se faire des ennemis. Et visiblement, c'est un talent qu'Olaf maîtrise à la perfection. Ces méthodes déclenchent déjà des rébellions à l'intérieur de son propre royaume, mais ce n'est pas tout. La géopolitique scandinave n'est pas non plus de son côté. Aucun de ses voisins n'a envie de voir surgir un royaume chrétien norvégien puissant et uni, à commencer par les monarques de Suède et du Danemark, Sigrid et Sven à la barbe fourchue. Et pour compliquer encore un peu plus l'affaire, Sven à la barbe fourchue a une sœur, Tyr. Elle vient justement de fuir précipitamment un mariage arrangé par son frère avec le roi des Vendes. Sa cavale va l'amener jusqu'en Norvège, où elle va tomber dans les bras d'Olaf pour finalement devenir sa femme. Si ses nombreuses épouses lui ont toujours apporté bonheur, richesse et chance, là, on n'est pas du tout sur le même délire. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. Tyr, c'est un peu le même genre. Il lui en faut toujours plus. Accrochez-vous parce que ça va être un tout petit peu complexe là. En fuyant son mariage en catimini, Tyr a dû faire une croix sur de magnifiques terres situées dans le Vedland. Sauf que Tyr, maintenant qu'elle a un roi en guise de mari, elle aimerait bien récupérer ces fameuses terres. Et pour ça, elle va mettre une pression de dingue sur Olaf. Selon les sagas, elle va même jusqu'à le traiter de lâche, insinuant qu'il n'a pas le cran d'affronter son frère Sven pour défendre l'honneur de sa femme. Et malheureusement pour Olaf, l'ego du viking prend le dessus et il finit par céder aux caprices de son épouse. À la tête d'une puissante armée et d'une flotte dont le fleuron n'est rien de moins que le plus grand drakkar jamais construit à l'époque, le Long Serpent, Olaf Ier prend donc la mer, résolu à conquérir les terres convoitées par sa bien-aimée. Sauf qu'en face de lui, c'est une véritable armada invincible qui apparaît sur la ligne d'horizon. Tous ses adversaires se sont ligués contre lui. Au total, on pense que cette flotte comptait entre 60 et 100 navires. En face, la flotte d'Olaf, elle, n'en comptait que 11. Rien n'aurait pu le préparer à affronter une telle armée et sa défaite est dorénavant inévitable. Gravement blessé, puis projeté par-dessus bord, Olaf Ier, le roi de Norvège, s'enfonce dans les limbes, prêt à rencontrer son créateur. Olaf Tryggvason est sans aucun doute l'une des figures les plus emblématiques de la transition du monde viking païen vers le monde médiéval chrétien en Scandinavie. Et si son règne fut court, son impact en revanche est toujours palpable aujourd'hui. Alors certes, ses méthodes pour christianiser étaient littéralement sans pitié, mais une fois qu'on a dit ça, une question se pose. Est-ce que la Norvège aurait seulement survécu si Olaf n'avait rien fait? Et d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous auriez plutôt été du côté d'Odin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche, et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques. À plus.